Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Vous m'excuserez, du coup, je suis un petit peu en retard. En fait, avec la canicule, je suis un peu aux fraises parce que j'ai du mal à faire les choses. Et du coup, je prends du retard, bon, ce qui n'est pas gravissime, ce qui veut dire que cette vidéo sortira demain, jeudi 3 juillet, et non aujourd'hui, mercredi 3 juillet, parce que je vais la sortir demain. Je vous avais donc promis que j'allais faire une vidéo Je découvre Sarah Fay. Donc Sarah Fay est une autrice auto-éditée qui a peut-être une quinzaine de livres à son actif, presque. Enfin, elle a dépassé la dizaine sûre. Je suis partenaire depuis l'année dernière de Sarah Fay, donc une des partenaires, ce qui veut dire que en échange de chroniques sur mes réseaux, donc j'ai développé ces chroniques sur YouTube, pas encore sur Instagram parce que j'ai un tout petit compte, ça grandit, ça va venir. Donc en échange de chroniques, elle m'offrait les livres à chroniquer sous format numérique. Je préférais que ce soit sous format numérique, la dépense était moindre pour elle. Avant ça, je voulais me familiariser en fait avec son écriture et j'ai lu le premier livre qu'elle a écrit et qu'elle a commercialisé qui s'appelle Accord conclu et qu'elle offre maintenant sous format numérique contre l'abonnement en fait à sa newsletter qui s'appelle Accord conclu. Le roman, pas la newsletter. Accord conclu, c'est l'histoire de Léa et de Raphaël. Léa est une jeune femme qui est très investie dans sa vie professionnelle et qui a une vie sentimentale plutôt déserte. Par contre, elle a une vie sexuelle plutôt active. Ce que je trouve d'ailleurs très bien assumé et complètement vrai, entre guillemets, dans ce livre, parce que pourquoi ce serait seulement les hommes qui ont une vie sexuelle active, qui ne veulent pas s'attacher, etc. Je trouve que le fait de mettre ces qualités-là à un personnage féminin, eh ben, c'est vraiment innovant. Je pense que c'est quelque chose que j'avais pas vu spécialement dans d'autres romances. J'en ai lu quand même pas mal, des romances. Et c'est vrai que Léa, au début, euh, elle a un côté un peu rock'n'roll parce qu'elle est grande goule et parce qu'elle en fait elle couche avec des hommes, mais elle est presque à se servir d'eux et à imposer en fait le fait qu'elle ne veut pas de relation derrière. Et Raphaël, lui, c'est un gars qui est sorti d'une vie de couple qui s'est mal finie. Bon, il y a eu une séparation un petit peu douloureuse et Raphaël, lui, il souhaiterait se remettre en couple. C'est quelqu'un qui est, on va dire, sérieux et qui... Et la petite difficulté en fait qu'il va y avoir entre ces deux-là, c'est que Léa, elle a postulé à un poste de responsable dans l'entreprise où elle travaille depuis quelques années. Et Raphaël lui pique le boulot sous le nez. Et du coup, ça va pas le faire. Et je me souviens de... Et quelque chose de particulier aussi dans l'écriture de Sarah, c'est que souvent, donc je peux commencer à dire que c'est souvent parce que j'ai lu quand même pas mal de ses livres, souvent les personnages masculins, les love interest comme on dit, sont vraiment des bons garçons, on va dire, des good boys comme on dit. Ils ont un côté un peu gentleman, ils sont honnêtes, ils sont quand même plutôt droits dans leurs bottes, même s'ils le sont pas tout de suite, ils vont y arriver. Et Léa, là clairement, c'est un personnage en fait qui a souffert. Et le seul moyen pour ne pas reproduire cette souffrance, c'est de ne plus être en couple et de ne plus faire des promesses qu'elle est incapable de tenir en fait au moment où elle en est, elle. Parce que chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Il est assez rock'n'roll parce qu'au final, on retrouve Léa qui drague enfin, elle est très active, hein, Léa. Donc, elle drague Raphaël. Ça match tous les deux. Ils finissent par passer une nuit ensemble. Et par contre, le lendemain ou peut-être enfin quelques jours après, et merde, c'est mon chef. Et surtout, et merde, il a piqué le boulot que je voulais.
Et les justifications d'ailleurs sont... C'est un gars qui n'est pas de l'entreprise, enfin bref, tout est fait pour que Léa prenne mal cette histoire-là de le refus de ce poste, le refus de cette promotion. Et ce qui fait que forcément, Léa, elle l'a mauvaise et elle a envie un petit peu d'en mettre plein la tête de Raphaël qui n'y est pas pour grand-chose. Parce que ça s'appelle une coïncidence, ma grande. Et je trouve que déjà dans ce livre-là, qui est peut-être le premier, enfin c'est le premier qu'elle a commercialisé, elle a écrit d'autres choses avant, mais je retrouve vraiment sa très grande connaissance des personnages. Elle a une finesse au niveau de la psychologie qui est vraiment fabuleuse et une très jolie plume aussi. Et en fait, ce que vous lisez, enfin vraiment moi ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai lu. C'est comme si je le voyais dans la vraie vie. C'est vraiment, on est vraiment dans le domaine du très plausible. Donc, accord conclu, c'est le livre qui m'a décidé à envoyer en fait une demande de partenariat à Sarah Fay quand elle avait fait sa demande en début d'année il y a 2 ans maintenant, presque. Il y a 1 an et demi. Donc, très bonne pioche. Par la suite, j'ai lu la série des Killing Vipers. J'ai tout lu sur les Killing Vipers. Je vais vous dire principalement de quoi ça cause et vous citer juste les titres. Donc je vais vous parler de cet univers, de quoi ça cause en fait, de quoi il retourne. Et donc on va voir. Donc, les Killing Vipers, on est dans une romance psychologique, romance à suspense, il me semble, dans l'univers des bikers. Donc les bikers, c'est pas seulement un univers, ça fait vraiment... Enfin, c'est pas que de la déco, c'est vraiment plongé en fait dans un club de motards qui était, mais qui n'est plus 1%, donc qui n'est plus délinquant. Ça se passe grosso modo de nos jours dans le sud des États-Unis. Et on a vraiment un côté très fraternel, très vrai. Des gens qui peuvent compter les uns sur les autres. Ce qui est au cœur en fait de chaque roman ou chaque duologie ou chaque novella, c'est vraiment une romance en particulier qui est centrée sur un couple. On commence par les 2 premiers livres, je les considère comme une duologie et je pense qu'il faut vraiment les lire tous les deux. Il faut pas s'arrêter en fait au premier qui s'appelle Reed, il faut vraiment lire Reed puis Lily. On est là sur Reed, c'est pareil, ce sont des livres que j'ai lus il y a plus d'1 an. Reed, c'est le gars sûr. Reed, c'est le gars sur qui on peut compter. C'est le gars qui est gentil. Il a été intégré quelques années auparavant dans le gang, enfin c'est pas un gang, dans le club de motards des Killing Vipers. Il y travaille, je pense qu'il bosse dans le garage. Ils bossent à peu près tous au garage. Et Reed va rencontrer Lily d'une manière assez drôle parce que Kurt, le meilleur ami de Reed, l'invite en fait, enfin, il embarque son meilleur pote Reed pour aller voir une nana qui bosse dans un diner, qui s'appelle Lily, qui est une jolie blonde, qui est toute pimpante, qui est toute jolie, et en fait Kurt il l'aime bien. Et Kurt, aussi grande gueule qu'il soit, eh ben il ose pas essayer de draguer Lily. Et donc Kurt il va surtout se rendre compte que quand il présente Reed à Lily, il y a quelque chose qui se passe entre Reed et Lily. Ce qui fait que Kurt assez rapidement il va dire bon bah, c'est bon, je me retire, vas-y fonce. Donc Kurt et Reed c'est vraiment les super potes. Et il va commencer une histoire comme ça d'amour qui on est vraiment sur un slow burn parce que surtout Lily elle a plein de choses qui font que elle se met des barrières, que c'est pas facile pour elle de se lancer en fait dans une relation. Lily, elle a un boulot chez son oncle et sa tante, il me semble, dans un diner. Elle est stripteaseuse aussi le week-end parce que là, elle peut avoir la chance de gagner plus. Pourquoi? Parce que sa maman est malade. On est aux États-Unis, il n'y a pas de sécu. Donc, si t'es malade, que c'est grave ou que c'est chronique et que tu veux te soigner, bah faut aligner le pognon. Donc, faut travailler.
Et donc Lily, elle a très peu de temps pour elle. Lily, elle se défonce en fait pour que sa mère puisse bénéficier de soins. Et elle fait vraiment ce qu'elle peut. Donc Reed va assez rapidement lui proposer de l'aide, Lily veut pas. Il va y avoir des choses qui vont être un peu plus complexes, qui vont se produire aussi, parce que elle va avoir une très mauvaise expérience avec un patron qui s'appelle Kane Blake. Je reviendrai dessus plus tard. Lily, elle repousse tellement Reed, elle refuse tellement que l'aide de qui que ce soit en fait, qu'elle finit quelque part à vouloir tout porter, par se mettre en danger, alors que elle se méfiait déjà d'une certaine situation. Je suis pas en train de dire que elle va subir quelque chose. Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais les circonstances auraient été autres, elle l'aurait fait autrement. Et Reed et Lily, c'est donc un petit couple qui est vraiment tout mignon. Ils ont... De mémoire, c'est plus Lily qui est en difficulté que Reed. Reed, il a une mama une mama latina qui est super envahissante, qui est trop drôle. Et c'est vraiment un couple c'est un couple qui est super chou, ces deux-là. Et c'était pas facile pour qu'ils se mettent en couple. Le couple suivant, donc Kurt, c'est le meilleur ami de Reed. Kurt, c'est le mec rigolard qui est grande gueule, qui se la ramène tout le temps, il est un peu saoulant. Je le trouve adorable. Moi, c'est mon préféré. Il est super. Enfin, je le trouve vraiment adorable. Mais adorable chiant. Et ce gars-là, il va tomber fou amoureux d'Alicia. Alicia qui est quelque part liée à Lily. Et Alicia, pareil, c'est une nana qui a vécu des trucs pas cool, qu'elle ne dit pas, qui est dans une situation familiale qui est compliquée. Elle essaye de s'éloigner vraiment de sa famille et d'avoir le moins d'interaction possible avec eux, mais bah, c'est pas forcément possible parce que sa famille, les Blake, c'est pas simple. Et elle a toujours voulu son indépendance, mais son indépendance est quand même assez cher payée. Et Alicia, elle a un côté très vulnérable et à la fois un tempérament de feu. Je pense que c'est le couple que j'ai préféré en fait, Alicia et Kurt. Et j'ai tellement envie de les relire, de vous en parler, non, je vous jure. Euh, ouais, je pense que c'est le couple que j'ai préféré, c'est l'histoire que j'ai préférée aussi. C'est celle, je sais pas, qui m'a peut-être le plus parlé. Je dis pas que les autres ne m'ont pas parlé, hein. Je dis que mon petit cœur penche plus pour Kurt et Alicia. Ensuite, on avait une novella qui s'appelle Acceptation. Acceptation, il est très bien fait. C'est une novella où on va avoir une alternance de points de vue, où quelque part, en fait, ça vient donner un espèce d'épilogue en plus à Reed et Lily, à Kurt et Alicia. Ça prépare le couple suivant de Charlie et Matt. Et ça vient donner aussi pas mal d'informations sur le papa de Charlie. Cette histoire, je trouve qu'elle est vraiment nécessaire parce qu'elle vient fermer en quelque sorte, même si on les voit encore, elle vient fermer l'histoire de Lily et Reed, celle de Kurt et Alicia, et ça prépare en fait la suite. Parce que il y a un espèce de fil directeur, un fil rouge qui va courir tout le long de la série. Je vous en dis pas plus, mais il y a une cohérence en fait entre tous les livres parce qu'il y a une histoire de trahison. On va partir ensuite sur Charlie et Matt. Charlie, c'est la fille du président qui fait partie du club de motards. Donc elle a son cut, je crois que ça s'appelle un cut, il me semble. Enfin, elle a son cuir, elle a son nom, elle a sa place et elle est au même niveau que les gars. Et Charlie, c'est une nana qui a il me semble, elle est menue, enfin elle est vraiment menue, mais elle a une gueule immense et en fait personne vient l'emmerder parce que elle envoie promener vraiment tout le monde. Et Matt, c'est le beau gosse. Matt, il est vraiment décrit comme le beau gosse de l'équipe qui collectionne les nanas et compagnie.
Et Charlie, elle a le côté un peu petite sœur aussi, qui est un peu protégée par les autres qui sont un poil plus âgés. De mémoire, je pense que Kurt et Reed, on doit être sur des presque trentenaires. Matt, il est plus jeune. Charlie et Matt sont un peu plus jeunes. Et, et en fait, Charlie et Matt, il y a toujours eu une, une grande attirance entre les deux. Et donc, il va y avoir, ils vont voir le loup, comme on dit. Et sauf que derrière, c'est pas assumé du tout parce qu'ils n'ont pas parlé de pourquoi ils avaient couché ensemble. Est-ce qu'ils attendent quelque chose derrière? Est-ce qu'il y en a un qui est pas un peu amoureux de l'autre ou des trucs comme ça? Et, et en fait, cet événement va vraiment bouleverser leur relation. Parce que là où ils avaient des relations un peu de frères et sœurs presque, ils sont pas apparentés évidemment. Mais enfin, qui se connaissent depuis des années, qui se mettent en boîte et compagnie, ça va vraiment casser la relation qu'ils avaient. Et surtout, il n'y a rien qui se met en place derrière. Ce qui fait que d'un côté, ben, il y a une espèce d'énorme gêne en fait qui s'installe entre les deux, parce que l'un comme l'autre sont incapables de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, sur est-ce qu'on a des sentiments, est-ce qu'on a envie de coucher encore ensemble, est-ce qu'on se projette, ce genre de choses, ils n'en parlent pas. Je pense pas que ce soit forcément que de l'immaturité, c'est peut-être aussi dû en fait cette nuit d'amour, c'était pas qu'une nuit d'amour, mais ça fait un peu beaucoup en fait à digérer, ça fait beaucoup à parler, c'est quelque chose de trop gros pour nous à ce moment-là. Vous voyez? Et c'est aussi une histoire que j'ai trouvée, je les ai vraiment trouvés très touchants en fait dans leur cheminement bah merde en fait on est quoi? On est quoi? On n'est plus des potes, on a couché ensemble, qu'est-ce qu'on est en fait? Et parce que l'un comme l'autre sont quand même sacrément butés et ils n'arrivent pas à avoir du recul sur ce qu'ils ont vécu, donc ils n'arrivent pas à avancer. Et donc, mais je les ai trouvés très vrais là aussi. Ensuite, on a le dernier roman qui clôt en fait le cycle des Killing Vipers, c'est King, mais rassurez-vous, il y a deux préquels qui ont été publiés ensuite, mais qui se passent avant. King, c'est le cuistot. Je crois que c'est le sergent. King, c'est un gars qui faisait partie d'une autre. Il est un peu plus âgé aussi, je pense qu'il a autour de 35 ans, ce gars-là. Il a un peu un look de viking avec des tresses et tout ça. Il prend soin de lui, il fait la cuisine dans le club. C'est le gars qui est super mystérieux. Et on va apprendre en fait au cours du roman qu'il a un passif qui est super dur parce qu'il vient d'un autre club. Et King c'est le gars qui il est très jusqu'au boutiste dans ce qu'il fait. Et il va rencontrer une femme qui l'est à peu près autant, voire pire que lui. King va devoir retourner à Reno, la ville d'où il vient, fréquenter d'un peu loin en fait son ancien club de motards et les espionner. Sauf que King, il a un look qui est quand même très remarquable, on va dire. Là où, par exemple, Reed pouvait être un peu plus passe-partout, King, non. Enfin, si vous avez Ragnar Lodbrok dans le quartier, vous allez le remarquer. Bon, je plaisante, hein, mais... donc il s'est proposé pour aller espionner, parce qu'il y a toujours cette histoire de trahison, il y a peut-être un rat en fait dans le groupe, et il va rencontrer une sweetie. Et là en fait Sarah elle a fait un sacré boulot au niveau des sweeties. Les sweeties c'est les nanas qui font partie en fait de la vie des motards, qui vont travailler pour eux, travailler pour le garage, faire la compta, faire le service le service dans le bar, faire un coup de ménage, garder les gosses, des trucs comme ça. Souvent, en fait, elles couchent avec des motards, avec plutôt plus que moins en tête, l'idée de devenir régulière, à savoir devenir la conjointe, voire l'épouse d'un motard. C'est plus important d'être régulière que d'être époux.
il me semble, dans cette culture-là. Au moins, c'est ce dont je me souviens de Sons of Anarchy. Et donc il rencontre Marlène, qui, qui est mystérieuse, qui est souvent à des endroits assez surprenants, et dont donc King va vraiment se méfier assez rapidement. Ce qui fait qu'il va y avoir une tension entre les deux qui va être assez phénoménale. Parce que King c'est un ours, hein, c'est une armoire à glace. Et Marlène, c'est pas forcément un petit moineau, mais enfin Marlène, elle fait 50 kilos de moins, on va dire. Et donc King, il sait user de sa grande carrure pour impressionner et pour essayer de tirer les vers du nez. Sauf que Marlène, faut réussir à la cuisiner, la cocotte. Et ils vont se rendre compte en fait qu'ils ont un ennemi commun, qu'ils ont plus ou moins une mission commune et qu'ils ont tout intérêt à s'allier. Même si leur mission commune n'est pas tout à fait la même et que leurs motivations ne sont pas les mêmes non plus. Et j'ai trouvé ça très chouette, ce trope-là, le fait de bon bah on a un ennemi commun, on va l'abattre tous les deux. Et parce qu'ils sont en fait dans une situation où le couple en fait les embarrasse. Le désir qu'ils ont l'un pour l'autre les embarrasse aussi. D'ailleurs, ils l'évacuent c'était assez marrant. Euh, mais ils n'ont pas de place, pas, pas de place psychique pour s'envisager en fait l'un l'autre. Ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire. Et j'ai trouvé que c'était un couple qui était très intense. Je suis très fan de King. Je suis très fan aussi de Marlène. Il faut vraiment que je les relise. Allez, chiche, je vais me les relire cet été, moi, je pense. Et c'est vraiment une super histoire, là aussi. Et je vais finir par les deux préquels. Le premier préquel, ça s'appelle Résurgence. On est sur une novella, donc un petit roman qui est plus court, où on va suivre l'histoire du père de Charlie qui va monter en fait le club de bikers. Donc le père de Charlie s'appelle Chris. Maintenant que je le vois, je m'en souviens. Chris, il veut monter en fait son affaire. Il cherche un endroit pour monter un garage, monter un bar avec un clubhouse, donc un clubhouse, donc un truc avec des chambres aussi pour héberger du monde. Et sauf que toute grande gueule qu'il a, tout ce qui est immobilier, il s'y connaît pas tant que ça. Donc il a besoin de l'aide de la future maman de Charlie, qui s'appelle Anna. Et disons que Chris, il a un petit look aussi avec le côté motard qui fait que il a mauvais genre, donc on s'en méfie. Et j'ai vraiment trouvé cette histoire très chouette aussi. Et je pense que le couple qui m'a fait le plus rire, c'est Résilience. Résurgence, on était 30 ans avant l'histoire des Killing Vipers. Et Résilience, on est 15 ans avant. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à un moment, en fait, les Killing Vipers, dans le passé, est devenu un club de motards 1%, donc un club délinquant. Et en fait, à un moment, ils se sont fait avoir. Ce qui fait que Chris, il a dû dissoudre les Killing Vipers. Mais en dissolvant les Killing Vipers, il enlève en fait quelque chose aux autres membres, mais c'était le deal, donc il les a dissous. Et Mike, c'était son meilleur pote. Il a très mal vécu le fait que le club ait été dissous. Donc lui, il a racheté un ranch à retaper. Il est il est en pleine cambrousse, il est loin de la ville, etc. Et il doit protéger la fille d'un club de motards allié parce que ce club-là rencontre des difficultés et que cette fille-là est en danger. Et il se trouve avec une chieuse. C'est Viviane. Viviane, c'est vraiment la fille de la ville qui est toute bien pomponnée et compagnie et qui se retrouve dans un endroit qui pue le crottin et le foin. Là, je suis en train de tricher en lisant le résumé sur Amazon. Et
je les ai trouvés super drôles en fait. Il y avait le décalage en fait, rat des villes, rat des champs en quelque sorte. C'est un couple avec un age gap aussi parce qu'il me semble que Mike doit avoir 10-15 ans de plus que Viviane. Viviane est jeune et là Mike doit avoir une quarantaine d'années. Viviane doit avoir 25 ans, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, c'était un couple qui était super drôle parce que le contraste était vraiment sympa. Et puis Mike, en fait, c'est la grosse corvée de devoir protéger Viviane. Donc il est assez ours. Donc j'ai un très bon souvenir de ce préquel-là aussi. À côté de ça, il y a quelques nouvelles qui sont périphériques autour des Killing Vipers que vous pouvez retrouver dans Rendez-vous avec la nuit. Je vous donne juste une information au sujet d'Accord conclu, le premier roman dont je vous ai parlé, et du Contrat de Noël, le roman dont je vais vous parler maintenant. Ils sont actuellement en déstockage parce que Sarah, pour le moment, va arrêter de commercialiser certains livres en physique, donc Accord conclu, le contrat de Noël, les Crush and Love aussi, c'est une trilogie de romances qu'elle va arrêter de commercialiser en physique et qu'elle va continuer par contre à commercialiser en e-book. Donc elle va éventuellement peut-être refaire certaines couvertures, peut-être retravailler aussi les textes, à voir ce qui est dans les tuyaux, mais le contrat de Noël, c'est un roman qui avait été publié chez une maison d'édition qui a fermé, aux éditions Lasca. Les éditions Lasca, c'est une maison d'édition québécoise, il me semble, qui a fermé en décembre, je crois. C'est un livre que j'ai acheté en physique, qui est très très bien, enfin il est vraiment très joli, il y a un super travail au niveau du graphisme, etc. Et là on est vraiment à fond dans les romances de Noël. Donc il n'y a peut-être pas un intérêt fou à vous en parler maintenant en plein mois de juillet, mais c'est une super... Moi qui n'ai pas lu beaucoup de... J'ai pas lu beaucoup de romances de Noël pour le moment, mais c'est ma préférée clairement. Et là, le truc qui est très très fort, c'est que on a un personnage féminin, Judy, qui qui est en train de se mettre une pression folle parce que ça va être le premier Noël qu'ils vont passer en famille, donc avec son frère, la compagne de son frère, sa mère, et sans leur père, parce que leur père est décédé dans l'année. Et elle se met une pression folle parce que elle veut tout faire pour rendre sa mère heureuse à ce Noël qui va être lourd parce que je sais plus si c'est le premier ou le deuxième Noël, enfin le décès du père est vraiment très récent. Et elle se met une pression folle pour rendre sa mère heureuse. Alors que au final, Judy, elle est pas si heureuse que ça. Elle est encore en deuil. Elle, elle est chef, oui, elle est directrice d'une agence. Je sais plus dans quoi exactement elle travaille, mais c'est un travail de bureau. Et elle va finir par demander en fait un peu à l'arrache à un de ses employés, donc dont elle est la chef, de faire semblant d'être son petit ami pendant la semaine qu'ils vont passer dans sa famille à elle, dans les Alpes, il me semble bien. Ils vont en montagne. Et si vous voulez, en fait, je crois que le gars, il a besoin de thunes parce que il est divorcé. Il vient de divorcer il y a pas très longtemps. Et en fait, ils peuvent pas trop se blairer, les deux. Et c'est... Enfin, ils peuvent... C'est... Disons qu'ils ont beaucoup d'a priori l'un sur l'autre. Vous allez vous dire, en fait, ces deux-là, ils doivent être en couple à la fin. Et ben, bonne chance. Et ben, Sarah l'a fait. Parce que ils ont l'un comme l'autre des préjugés assez importants sur l'autre, mais genre de truc où ils envisagent même pas le, la prémisse d'imaginer qu'ils pourraient former un couple. Euh, je pense qu'il y a peut-être... Enfin, ils sont peut-être à reconnaître juste que l'autre est quand même plutôt mignon, hein, plutôt pas mal, mais ça va pas plus loin. Enfin, ils sont vraiment pleins de préjugés. Ils sont aussi à dire, ah ouais, tu penses que je suis paresseux? Bah, je vais te montrer si je suis paresseux. Vous voyez, ce genre de choses. À dire, je vais te donner raison sur ce préjugé que tu as sur moi. Ce qui fait qu'ils partent pas dans de bonnes conditions, là, clairement.
Et pourtant, cette semaine qu'ils vont passer ensemble, c'est une semaine qui va être un petit peu hors du temps et où, bah, évidemment, ils vont apprendre à se connaître parce ils vont vivre ensemble et ils vont faire semblant d'être ensemble. Donc, ils vont partager la même chambre. One bed trop, comme on dit. Et en fait, il y a plein de scènes qui peuvent paraître gênantes parce que on se dit, mais ils s'entendent pas, ils vont faire comment? Et surtout qu'en fait, tout le monde là-dedans est super gentil. La mère, elle est adorable. La famille, elle est plutôt idéale. Judy, c'est quelqu'un qui transpire le stress. Ils sont tous gentils, mais tout au long du livre, vous allez vous dire comment ça va se passer. Enfin, ça va aller à la catastrophe. La mère va être effondrée parce qu'on lui a menti, des choses comme ça. Et pourtant, il y a tout qui va s'imbriquer. Évidemment, on est dans une romance. Surtout, on est dans une romance de Noël, donc évidemment, ça ne peut que se finir bien. Donc, ça ne peut que finir sur un couple qui finit ensemble. Et bah, tout du long du bouquin, vous allez vous demander, mais comment ça va se passer? C'est pas possible. Donc, c'est un très bon livre. Franchement, j'ai vraiment adoré. Très très bon livre. Et le dernier livre, en fait, je vais vous parler de la dernière sortie de Sarah. Ça peut être considéré comme un spin-off des Killing Vipers, mais c'est pas utile d'avoir lu tout des Killing Vipers avant de lire A Touch of Blake. Kane Blake, c'est l'antagoniste des 3 premiers romans, donc de Lily, Reed et Kurt. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que, en gros, dans ces livres-là, dans les Killing Vipers, Kane Blake, c'est le méchant, si vous voulez. On sent que c'est le mec qui est dangereux, on sent que c'est le mec qui est manipulateur, qui a du pouvoir, il a du fric. Donc il est présenté d'une manière où il va pas vous être très sympathique. J'en dis pas plus. Mais les relations en fait avec les Killing Vipers ne sont pas évidentes. Parce que quelque part c'est des relations qui ne peuvent pas se couper. Et je vous en dis pas plus. Kane Blake, c'est une romance psychologique sombre, donc je dirais que attention, parce que c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Kane, c'est un gars qui est puissant, qui fait partie d'une famille riche, à tendance mafieuse, mais bon, ce sont pas des mafieux ou des criminels en tant que tels, on est plus sur de la mafia en col blanc, on va dire. À savoir des très riches en fait qui vont employer des méthodes pas super pour obtenir ce qu'ils veulent. Et Kane, il est surveillé de très près par son père, qui est un peu le parrain de tout ça, enfin le chef d'entreprise, qui s'appelle Mason. Et Mason, il surveille quelque part, à raison, son fils, parce que son fils, il est soumis à des crises de violence. Il peut facilement péter les plombs. Son fils est dangereux. Et Mason, il s'en est bien rendu compte. Sauf que le coup de pas de bol, c'est que Mason, il a aussi une fille qui ne veut absolument rien avoir à faire avec eux. Je vous en dis pas plus. Et Kane, c'est quelqu'un qui est tout le temps sous contrôle. Déjà, il est sous le contrôle de son père, mais il est également sous son propre contrôle. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà été hospitalisé en psychiatrie. Et c'est quelqu'un qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Et pour se protéger, Kane, il a en fait fabriqué un alter ego qui s'appelle Kipling. Et un alter ego qui va en fait endosser, entre guillemets, la folie furieuse de Kane. On est sur quelqu'un qui va pas très bien, évidemment. Il va pas très bien dans sa tête. On est sur quelqu'un qui essaye de contrôler très très fort cet alter ego. Parce que Kipling, si vous voulez, Kipling, faut pas trop qu'il sorte en fait. Faut pas trop qu'il prenne les commandes. Parce que Kipling est dangereux. Parce que c'est sa fonction d'être dangereux. Et vous allez me dire, mais elle est où la romance là-dedans? Bah attendez. Parce que donc,
Les Blake, il y a une autre famille à New York qui est concurrente, c'est les Rose. Les Rose, ils passent leur temps en fait à se shipper les uns les autres des contrats immobiliers, des choses comme ça. Donc c'est des gens qui brassent des millions, voire plus. Et ils vont se retrouver concurrents sur des achats de, je sais plus quoi, enfin des achats de bâtiments. Et c'est à l'occasion en fait d'un espèce de gala de charité parce que tout le monde se montre à ce genre d'endroit et distribue un petit peu leur fric. Et Kane, qui est très au courant d'un peu tout le monde parce qu'il se renseigne sur tout le monde, il va se rendre compte qu'en fait chez les Roses, il y a une fille qu'il ne connaît pas. Pas beaucoup. Très peu. Il y a très peu de choses qui transparaissent sur elle. Et c'est Sky. Et Sky, elle est magnifique. Sky, Kane en tombe amoureux dès qu'il la rencontre. Sky, c'est quelqu'un qui a un passif aussi qui est pas évident, qui est d'une autre teneur que celui de Kane. Et vous allez vous dire, si vous lisez ce bouquin-là, je vous conseille vraiment de le faire parce que sur le plan psychologique, c'est vraiment très 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 bien travaillé. C'est un très bon bouquin. Je trouve qu'il y a quelque chose de magistral en fait là-dedans. Je pense que si vous avez l'idée de développer des personnages qui sont complexes, vous pouvez tout à fait prendre des notes en fait en lisant A Touch of Blake. Parce que Sarah, elle a réussi en fait à me retourner le cerveau. Parce que dans les Killing Vipers, Kane Blake, c'est un salaud. Je le détestais. Parce qu'il a fait quelque chose dans les Killing Vipers. J'ai passé à peu près la moitié du livre à détester aussi Kane Blake. Et Sarah, elle m'a retourné comme une crêpe. Et à la fin, je vous jure, je me tenais devant lui avec une pelle et j'étais prête à m'en servir pour quiconque voulait faire du mal à cet homme. Qui pourtant n'est pas simple. Il est vraiment pas simple du tout. Donc je trouve que c'est un livre qui est très bien écrit. On est dans une romance qui est sombre. On va vers la lumière à la fin. On a quelque chose de plus doux à la fin. On va vers un espèce d'apaisement. Parce que Kane, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout apaisé. Et il y a quelque chose d'assez libératoire, en fait, de voir que quelqu'un d'aussi complexe et qui souffre autant, que ça peut... À un moment, ça peut aller mieux. C'est très bien documenté, ça je l'ai vraiment senti que elle a beaucoup travaillé sur ce livre-là. Elle a dit qu'elle a eu beaucoup de mal à écrire Kane, parce que Kane il est pas évident du tout. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille, que je trouve, moi je l'ai trouvé vraiment très bon. Je pense qu'on peut apprendre des choses là-dedans. Et Sarah d'ailleurs, elle l'a dit, je me souviens d'un de ses réels, ou c'était peut-être un de ses lives Instagram, au moment de la sortie de A Touch of Blake. Sarah, elle a dit que ce livre-là, il marque un tournant dans sa carrière, et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle était déjà à un très bon niveau, et qu'elle a monté une marche avec ce livre. Donc je vous conseille très fort de découvrir les romans de Sarah Fay. Vous pouvez les trouver, ils sont tous, il me semble, dans l'abonnement Kindle. Sinon, vous pouvez les trouver sur Amazon ou sur sa boutique en ligne. Sur sa boutique en ligne, il me semble que vous pouvez... déjà, vous lui achetez directement ses romans. Et elle va vous les dédicacer. Donc, pour rappel, le tout premier Accord conclu, il est sur sa boutique en déstockage à 7,50 €, il me semble. Et exact. Les Crush and Love, donc les tomes 1, 2 et 3 sont chacun à 7,50 €. L'intégrale est à 15 €. Et le contrat de Noël, donc que je vous ai présenté juste avant A Touch of Blake, il est à 12,50 €. Très très bon bouquin. Je vous parlerai de Crush and Love quand je les aurai lus, c'est prévu là. Je sais pas quand encore, mais je vais les lire dans pas trop longtemps, je pense cet été. Je vais m'arrêter là.
Je vous souhaite très fort j'espère vraiment que je vous ai donné envie de découvrir l'univers de Sarah. N'hésitez pas à essayer. Je vais vous mettre le lien vers sa boutique et aussi le lien vers ses réseaux sociaux. Elle est surtout sur Instagram, mais vous pouvez aussi la retrouver sur TikTok. Elle s'est relancée sur TikTok et elle est sur Facebook aussi, il me semble. Donc je vais vous mettre tous ses réseaux en dessous et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Donc Crush and Love, je l'ai en physique, en intégrale, mais c'est pas les couvertures en fait que vous avez là. Je vous souhaite un très bon mercredi. Lisez tout plein, rêvez tout grand. À tout bientôt. Salut!